tous. Je vous avoue que c'est assez surprenant pour moi de vous parler à plus de 12 000 km de distance et surtout d'être pixelisé ainsi pour échanger avec vous. Et en tout cas, je pense que l'échange sera relativement passif puisqu'il s'agit d'un enregistrement. Merci à Mélanie pour son invitation et surtout son côté un peu taquin de demander à un Suisse de vous parler de neutralité, mais je vais limiter mon approche et de neutralité en matière de dégradation des terres et surtout une approche juridique. Alors, dans ce cadre-là, nous avons une approche un peu particulière dans la mesure où la neutralité est inconnue en droit. Cette neutralité environnementale, sous cette dénomination, trouve son illustration un peu particulière sous le concept de Land Degradation Neutrality, la LDN, qui a été développée dans le cadre de Rio+20, comme on vous l'a sans doute déjà dit, sous le terme de taux nul, taux net nul de dégradation des terres. En fait, strictement juridiquement, il s'agit d'une déclaration d'objectifs qui tend à promouvoir, d'une part, la gestion des terres de façon plus durable pour réduire le taux de dégradation et, d'autre part, à augmenter le taux de réhabilitation des terres dégradées, la conjonction, la combinaison des deux actions devant conduire à une neutralité, donc à ce taux net nul. En droit français, si on se fonde sur l'aspect juridique des choses, le code qui est spécialement dédié à l'usage des sols, c'est-à-dire le code de l'urbanisme, a des ambitions relativement modérées dans ce contexte, même s'il promeut notamment, je cite, une utilisation économe des espaces naturels. Alors avant la réforme qui est intervenue fin 2015, on parlait d'utilisation économe des sols, et donc cette utilisation économe des espaces naturels conduit à développer de nombreuses dispositions pour éviter l'étalement urbain et pour favoriser la densification. Cette neutralité, en l'occurrence, qui consisterait à libérer des sols proportionnellement à l'augmentation de leur occupation, reste cependant difficile dès lors qu'elle est confrontée à l'expansion démographique. On trouve, on va le voir cependant en droit, des traces de cet objectif de neutralité sous des formes variables et avec des incidences parfois discutables dès lors qu'elles permettent, à mon sens en tout cas, de justifier les atteintes à l'environnement. Alors la neutralité peut, semble-t-il, se décliner selon trois approches que l'on pourra qualifier de conséquentielles, autrement dit qui vont cibler les effets d'un projet ou d'une activité sur l'environnement aux fins de les annuler et en fonction de temporalités diverses. On trouve tout d'abord une neutralité par suppression ou par revêtement qui consiste à ne produire des effets, à ne pas produire les effets par une conception différente du projet après en avoir mesuré les effets potentiels et la difficulté, voire l'impossibilité de les annihiler. Autrement dit, ici, l'évitement va neutraliser les effets spéculés en évitant de les produire, ce que l'on pourrait traduire par une neutralité par anticipation, un principe d'action préventive. On trouve également ensuite une neutralité par compensation ou par équivalence qui permet de rééquilibrer les atteintes, de les compenser dès lors qu'on n'a pas pu les éviter, soit à un niveau équivalent, soit à un niveau supérieur, qui traduirait alors un gain, soit sur place, soit à proximité. La neutralité peut être qualifiée alors d'immédiate, car elle est le plus souvent concomitante à l'exécution du projet, dès lors qu'elle en conditionne l'autorisation et apporte une contrepartie aux atteintes. Enfin, la neutralité par réparation ou par restauration, on parle parfois également de réhabilitation, qui permet d'effacer les atteintes en agissant directement sur les lieux affectés. On a ici une neutralité qu'on pourra qualifier de différée, qui repose sur une remise en état des lieux dans leur état antérieur ou dans un état similaire. On va donc se livrer, si vous voulez bien, à une approche nécessairement partielle, mais un inventaire des textes en matière de prévention et de réparation des atteintes à l'environnement qui permet de rencontrer chacune de ces neutralités, et on le verra à des degrés variables, et je me permettrai d'avoir une approche très critique de ce point de vue. Tout d'abord, la suppression, l'évitement, ceci trouve primitivement sa place dans l'étude d'impact qui a été instituée par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. C'est la première action de la séquence, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. La suppression suppose cependant la réalisation préalable de l'atteinte et partant une moindre ambition, puisqu'il s'agit ici de la faire cesser, sauf, si on interprète le texte de façon un peu plus positive, sauf à comprendre le terme supprimer dans une perspective plus en amont de la définition du projet, qui imposerait de le concevoir en analysant, puis en supprimant ses conséquences avant sa mise en œuvre.
Cette suppression, dans cette terminologie, va disparaître pour être remplacée par une démarche plus dynamique et plus anticipatrice, semble-t-il, éviter. Éviter, autrement dit, permettre de parer l'atteinte en l'anticipant. Cette neutralité par évitement va prendre un relief un peu particulier en devenant un véritable principe avec la loi récente du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi complète le Code de l'environnement et dans le cadre du principe d'action préventive et de correction par priorité à la source, en déclinant ses conséquences. Ce principe, nous dit le texte, implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, et à défaut d'en réduire la portée. Enfin, en dernier lieu, il s'agit de compenser les atteintes qui n'ont pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces d'habitat naturels, des fonctions écologiques affectées, et est-il précisé, ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre à un gain de biodiversité. Autrement dit, dans cette nouvelle configuration, l'évitement dépasse son ambition environnementale initiale pour s'attacher à la biodiversité et aux services écosystémiques et se voit désormais affecter un objectif, l'absence de perte nette de biodiversité. Cette nouvelle approche marque une contradiction avec le champ de l'évitement tel que le fixe une autre disposition du Code de l'environnement, l'article L122-5, qui se fonde lui-même sur l'article L122-1-1, autrement dit, éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Autrement dit, d'absolu par essence, la neutralité par évitement devient relative, devient partielle. Seuls les effets négatifs notables doivent être évités, autrement dit les effets les plus importants, ce qui conduit à admettre que les effets de moindre incidence peuvent ne pas faire l'objet d'un évitement, ni partant être neutralisés. De ce point de vue, l'évitement se rapproche de la simple réduction, qui est le deuxième axe de la séquence ERC, ce qui traduit finalement l'impossibilité d'atteindre la neutralité et donc impose d'admettre qu'il ne puisse y avoir ici qu'une neutralité partielle. Alors, s'agissant de la compensation, cette relativité de la neutralité trouve son illustration particulière avec la compensation, qui est l'oméga de la séquence ERC, qui a été très décriée comme artificielle, qui procure un échappatoire, qui fait une solution de facilité au maître d'ouvrage pour éviter d'avoir à se préoccuper des deux premiers termes de la séquence, évitement et réduction. Mais quoi qu'il en soit, la compensation n'a jamais été considérée comme une obligation absolue, puisque dès sa première rédaction dans la loi de 1976, il s'agit de compenser si possible. La formule va perdurer, puisqu'on la trouve encore actuellement, avec quelques précisions, toutefois, qui confortent le caractère relatif de l'obligation de compenser, lorsque cela est possible, dit le texte, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Et il y a quand même une contrainte particulière qui pèse sur le maître d'ouvrage, puisque celui-ci doit justifier de cette impossibilité. Cette disposition sur la compensation a été très longtemps réduite à cette simple formule et le régime des travaux et aménagements des zones Natura 2000 sont les seuls régimes qui pendant très longtemps apportent un semblant de précision sur les objectifs. Il s'agit, lorsque le projet est autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, en dépit des conséquences d'une atteinte aux objectifs de conservation de Natura 2000, et en l'absence de solutions alternatives, eh bien, il s'agit de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. La compensation a donc cet objectif-là. Mais ces mesures doivent permettre, dit le texte, une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée à ces objectifs et du maintien de la cohérence. Elles doivent être mises en place selon un calendrier qui permet d'assurer une continuité dans les capacités du réseau pour assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. En fait, il faut attendre la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité et son décret et un décret d'application du 11 août 2016 sur la modification de l'évaluation environnementale pour que la compensation trouve, en tout cas à ce jour, sa maturité avec des objectifs et avec des modalités de mise en œuvre. Il s'agit désormais, je cite, de compenser, dans le respect de l'équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité
qui serait occasionné par la réalisation d'un projet de travaux ou d'un ouvrage, ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme et autres. Et ces mesures visent, ce que nous dit le Code de l'environnement, dans un dispositif spécialement dédié à la compensation, elles visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Et, avec une formulation très contraignante, elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas, dans ce cadre-là, se substituer aux mesures d'évitement ou de réduction, ce qui fait que l'entrepreneur, que le maître d'ouvrage, ne peut pas se réfugier derrière la compensation pour dire finalement c'est la mesure de moindre mal, il doit d'abord passer par les phases d'évitement et de réduction. Et c'est seulement si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni réduites ni évitées qu'il y a compensation. Mais le texte est très sévère sur ce point. S'il ne peut y avoir ni réduction, ni évitement, ni compensation de façon satisfaisante, le projet ne peut pas être autorisé en l'état. Alors, autorisé en l'état, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être autorisé par la suite, mais en tout état de cause, pour le moment, sa configuration ne permet pas de l'autoriser, appelant ainsi le maître d'ouvrage à davantage de concessions, davantage de progrès dans la prise en compte des atteintes. Ainsi donc, ces mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes du projet sur l'environnement, qui n'ont pu être évitées ou insuffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre, nous dit le texte, en priorité sur le site affecté ou à proximité pour garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Autrement dit, son objectif, c'est de permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. L'ambition est certaine puisqu'elle impose de compenser jusqu'aux incidences indirectes, mais qu'il faut pouvoir identifier, et elle impose également de garantir la compensation à long terme. Elle évite également la démotivation des maîtres d'ouvrage qui seraient tentés d'opter pour une solution de facilité de la compensation plutôt que de chercher à redéfinir leur projet et à prévenir ou limiter les atteintes à l'environnement. Autrement dit, la compensation ne peut pas se substituer à l'évitement ou à la réduction. La sanction est en outre sans appel. Le refus d'autorisation marque le terme du projet dont les atteintes n'auraient pas pu être évitées, réduites ou compensées de manière satisfaisante. Alors, ce caractère satisfaisant étant à la libre appréciation de l'autorité administrative. La mise en œuvre de dispositifs est facilitée par la consécration de l'expérience de la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et qui, elle, est spécialisée dans la compensation écologique. Le maître d'ouvrage va donc pouvoir satisfaire cette obligation selon 3 modalités, qui peuvent être ou alternatives ou cumulatives, une même mesure pouvant d'ailleurs compenser plusieurs fonctionnalités. Donc il peut y avoir ainsi une compensation directe, à la prise en charge directe et personnelle par maître d'ouvrage. Celui-ci peut, deuxième solution, confier contractuellement la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, qui est en fait un tiers garant de la satisfaction de son obligation, même si, au demeurant, le maître d'ouvrage reste seul responsable devant l'administration. Et l'opérateur qu'il a choisi, qui a été validé dans son existence par l'administration, cet opérateur va mettre en œuvre des mesures pour son compte et va les coordonner pour le long terme. Sur le long terme, autrement dit, il s'agit ici d'un mandataire, ce qui explique que seul le maître d'ouvrage répond par rapport à l'administration. Et enfin, troisième possibilité de compensation, c'est l'exécution en acquérant des unités de compensation dans le cas d'un site naturel de compensation agréé par l'État. Autrement dit, il s'agit ici de déterminer combien coûte le projet en unités et combien celui-ci peut être compensé par des unités qu'il va falloir acquérir et faire gérer, le cas échéant par un tiers, sur ce site de compensation. Ce que précise le texte, c'est que cette compensation doit permettre de mettre en œuvre des mesures anticipées et mutualisées. Au-delà de la question du suivi administratif de ces mesures, mise en demeure et exécution d'office en cas de carence, des sanctions pénales également qui accompagnent le dispositif, au-delà de la question de la garantie de leur bonne exécution, qui fait l'objet de mesures particulières qui sont des garanties financières, autrement dit, l'administration pourrait appeler le garant financier pour obtenir l'exacte
application, eh bien, il se pose tout de même une question d'équivalence. Il est difficile, en effet, de considérer qu'il puisse y avoir fongibilité, ou si vous préférez, une substituabilité, qui tendrait à considérer qu'un espace ou une espèce donnée peuvent être remplacés par un autre espace ou une autre espèce, et qui nierait de ce fait les spécificités des uns et des autres. Autrement dit, il ne peut pas y avoir un simple équilibre en termes de poids dans une balance, comme le serait une simple approche surfacique. Le credo étant qu'il ne peut pas y avoir de perte nette de biodiversité, la difficulté va donc être de déterminer les critères qui permettent de vérifier cette perte d'absence, voire le gain, cette absence de perte, ou le gain qui serait fait, nonobstant la question du rapport de proximité qui est requis pour la mise en œuvre des mesures. Mais on est bien d'accord que le fait qu'il y ait proximité ne garantit absolument pas l'absence de perte. Cette solution peut sans doute s'asseoir sur l'expérience des tableaux d'équivalence lorsqu'on se place dans le régime de l'aménagement foncier, ce qui est antérieurement le remembrement, mais ce dernier régime ne vise qu'une question particulière, c'est l'équivalence de productivité des terrains, ce qui est sans commune mesure, mais qui semble quand même donner un certain nombre d'antécédents qui pourraient être utiles dans ce cadre-là. Enfin, il y a la réparation-restauration. Alors cette réparation-restauration vise un retour à la normale en neutralisant les effets d'un aménagement ou d'un dommage à l'environnement qui peut emprunter diverses voies, dont notamment la voie juridictionnelle, avec notamment, puisque la loi biodiversité du 8 août 2016 l'a consacrée, avec la réparation du préjudice écologique. Celui-ci est défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme et l'environnement. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, ce qui permet de satisfaire la question de la compensation, c'est que le juge, lorsqu'il prononce la réparation, c'est-à-dire lorsqu'il admet le préjudice écologique, eh bien, il doit prononcer une mesure qui s'effectue par priorité en nature. Et en cas d'impossibilité de droit ou de fait, ou d'insuffisance de réparation, eh bien, on versera des dommages et intérêts, mais ces dommages et intérêts ne seront pas simplement un aspect numéraire, un aspect financier, c'est qu'ils devront être affectés à la réparation de l'environnement. Alors, ce qui gêne dans le dispositif, c'est qu'il y a la formule parfaitement en nature, prioritairement en nature. Prioritairement en nature, ce qui laisserait supposer qu'il peut ne pas y avoir une parfaite équivalence de la remise en état sur le site affecté lui-même, d'autant moins que la réparation peut être effectuée ailleurs, sans que la loi prévoie nécessairement, en tout cas dans ce cadre, une équivalence. Ce qui est rassurant dans l'hypothèse d'une neutralité, c'est qu'il y aurait une réparation globale de l'environnement, mais ce n'est pas ponctuellement effectué à tel ou tel endroit. Mais c'est surtout par la voie administrative de la responsabilité environnementale que le mécanisme de réparation-restauration trouve son application la plus achevée, même si, il faut le concéder, son champ d'application est relativement limité quant aux dommages concernés. Par exemple, pour le sol qui est votre préoccupation de ce jour, les sols ne sont concernés que lorsque les atteintes, les affectants, traduisent une atteinte grave à la santé. Ce qui veut dire que s'il y a une atteinte au sol, mais sans atteinte grave à la santé, on ne peut pas passer par ce dispositif. Ensuite, deuxième limite, c'est les activités qui sont exclues. Il y a donc une exclusion matérielle, certaines activités comme par exemple les activités agricoles, comme certains épandages de boues d'épuration sur les terrains, eh bien, ne sont pas concernés par ce dispositif. Mais, en dépit de ces restrictions dans le champ d'application, l'intérêt du dispositif est que la réparation est imposée de façon étagée, de façon hiérarchisée, et surtout doit être exécutée exclusivement en nature. Alors de façon schématique, parce que la réparation des atteintes au sol diffère de celle des espèces et des espaces, et donc je vais essayer de faire une synthèse des deux régimes, on trouve trois niveaux, trois étages de réparation qui concourent tous au même objectif, c'est-à-dire remettre dans l'état antérieur. Il y a tout d'abord ce qu'on en appelle la réparation primaire, enfin ce que le Code de l'environnement appelle la réparation primaire. Réparation primaire, c'est les mesures par lesquelles les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en rapprochent en envisageant la possibilité d'une régénération naturelle. Alors ce qu'on appelle ici l'état initial,
c'est l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage qui aurait existé si le dommage n'était pas survenu, et le tout étant estimé à l'aide des meilleures informations disponibles. Deuxième étage, c'est ce qu'on appelle la réparation complémentaire, ce que le Code de l'environnement appelle la réparation secondaire par des mesures compensatoires complémentaires. Ici, c'est l'hypothèse où la réparation primaire n'aboutit pas au retour à l'état initial ou à un état qui s'en approche, et ça permet de fournir, par cette compensation, un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été remis dans un état initial. Enfin, les mesures de réparation compensatoire, celles-ci servent en réalité à compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui sont survenues entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Pour bien vous faire comprendre, si vous m'autorisez, je prends l'hypothèse, l'exemple d'un véhicule automobile qui aurait été accidenté. Lorsqu'on prend la réparation primaire, il s'agit de fournir la même voiture qui a été réparée. Lorsqu'on est dans la réparation secondaire par mesure complémentaire, eh bien, c'est comme on ne peut pas fournir la même voiture réparée, eh bien, on fournit un autre véhicule de nature et de puissance équivalente. Et enfin, lorsqu'on est dans la réparation compensatoire, c'est-à-dire d'attente, ici le garagiste fournit un véhicule de prêt dans l'attente qu'on fournisse le nouveau véhicule réparé ou un véhicule équivalent. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une obligation de résultat de la part de la personne responsable. Cependant, cette obligation de résultat se traduit par une neutralité relative dans certains cas qui va reposer sur des niveaux de ressources et de services écosystémiques qui permettent de compenser des pertes et des atteintes non réparables en tant que telles. Et j'en veux pour exemple ici une relativité d'autant plus caractérisée que la régénération naturelle varie selon les milieux et les espèces concernées. Par exemple, en matière d'eau, d'espèces et d'habitats naturels protégés, cela se traduit par un retour aux ressources naturelles, des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial, alors que lorsqu'on est en matière de sol, donc on a une approche ici beaucoup plus anthropisée, cela concerne l'élimination de tout risque d'incidence négative sur la santé humaine. Et le Code de l'environnement s'inscrit finalement dans cette perspective minimaliste. Il s'agit seulement de permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. Autrement dit, on en oublie ici les fonctions écologiques du sol qui servent en définitive simplement de critères d'atteinte au sol dès lors que les fonctions sont affectées selon les termes de l'environnement, du Code de l'environnement, mais le Code ne prévoit pas la restauration en tant que telle, contrairement à ce qu'il prévoit pour les eaux et espèces et habitats protégés qui sont visés par les directives oiseaux et les directives Natura 2000. Alors, en conclusion, cette neutralité reste en tout cas juridiquement un concept imparfait, faute pour l'ingénierie écologique de permettre d'effacer effectivement l'atteinte. Le législateur comme le pouvoir réglementaire, suivi par le juge, ne peuvent pas imposer d'obligations impossibles. Et cette relativité est consommée par la référence aux meilleures méthodes et technologies disponibles ou aux connaissances scientifiques et techniques du moment. En définitive, le temps seul peut garantir un retour à un état naturel, pour autant que le milieu ne connaisse pas d'autres perturbations qui surenchériraient la nécessité de réparer. Mais il ne s'agira pas seulement de revenir nécessairement à un état antérieur, car comme vous le savez, les équilibres écologiques sont souvent rétifs au cadre dans lequel la norme veut les contenir. Je vous remercie pour votre attention. D'accord, bonjour. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez, parce que je ne suis pas de la partie du tout, est-ce que vous pourriez nous faire une lecture rapide, peut-être, par exemple, du cas Notre-Dame-des-Landes? Ou est-ce que c'est hors sujet? À quel propos? Si c'est des aspects, si c'est des aspects, est-ce que l'aéroport est légitime ou pas? Est-ce que juridiquement on peut le réaliser? Je peux vous répondre à la deuxième question, mais pas à la première. Quels sont les types de recours législatifs? Parce que c'est vrai que, enfin, quand on suit la presse, peut-être que je la suis très mal, surtout. Mais bon, en entendant cette nouvelle loi qui sort au mois d'août, est-ce que ça remet en cause quelque chose, ou alors de toute manière c'est hors sujet, enfin? Ça ne met pas actuellement sur l'heure de ce que je
connaît du projet. Actuellement, ça ne remet pas en cause le projet. Simplement, à partir du moment où vous avez eu un certain nombre d'annulations, notamment au regard de la réglementation sur l'eau, les milieux aquatiques, donc l'autorisation sur l'eau avait été annulée, le concessionnaire Vinci est obligé de redéposer une demande. Et redéposant une demande, désormais, il est soumis au nouveau texte en matière d'études d'impact, d'évaluation environnementale plus généralement. Ce qui veut donc dire qu'il aura des contraintes désormais plus fortes. Il y aura désormais des contraintes beaucoup plus fortes pour ce qui concerne ces obligations en termes à la fois d'état initial et puis de mise en œuvre de mesures compensatoires. Donc ça va changer en ce sens que ça va renforcer ces obligations. Mais en l'état, ça ne remet pas en cause du tout le projet comme tel. Une question, quelle est la réflexion juridique sur la nature de la compensation au sens où il y a des débats pour savoir s'il faut raisonner en termes d'équivalence, en termes d'habitat. Et d'après ce que je sais, c'est surtout aujourd'hui en France, on raisonne plutôt en termes d'habitat. Il y a toute une réflexion pour savoir s'il ne faut pas passer sur, disons, des équivalences en termes de services écosystémiques qui sont restaurés, ce qui est différent du point de vue disons de la restauration. Alors est-ce que du point de vue légal, est-ce qu'il y a c'est quelque chose qui est pris en compte sur quelle est la signification de la neutralité et de la restauration en termes d'habitat, donc en termes d'espèces, qui est un proxy pour les espèces, ou en termes de services écosystémiques qui peut être complètement différent? En fait, lorsqu'on lit le dernier texte qui est paru donc cet été, la loi du 8 août 2016, elle met bien en évidence la restauration, puisqu'il est dit, la restauration, y compris dans les services, enfin de façon assez ésotérique. Hein. Le texte précise, les mesures de compensation doivent permettre de garantir les fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonctionnalité d'un site endommagé si ce n'est l'ensemble des éléments, y compris les services écosystémiques. Mais le texte ne vise pas comme tel les services écosystémiques directement dans ce cadre-là. Il y a une obligation de résultat à ce titre. Ensuite, le texte parle d'équivalence écologique. Donc, si je me réfère à autre chose qui est une disposition antérieure dans le texte qui parle de réparation de préjudice écologique et qui lui vise les services écosystémiques, alors on pourrait considérer que la notion d'écologique ou de fonctionnalité intègre nécessairement la question des services écosystémiques. Mais c'est une lecture nécessairement croisée qui permet de déterminer parce que le texte ne le vise pas explicitement.